Alors, je vais commencer par un prérequis qui peut vous paraître un peu stratosphérique, mais en fait auquel je crois profondément. Je pense que tout le monde se fout du climat et qu'on avancera sur ce sujet qu'à partir du moment où c'est un co-bénéfice d'un problème de court terme qu'on a à traiter par ailleurs. Ce que je vois depuis que je m'occupe de ce problème dans le monde économique, c'est que personne ne fait quoi que ce soit pour le climat au détriment du court terme. Absolument personne. Et pas plus les politiques français que les politiques européens ne feront ça. Donc on avancera sur la question du climat à partir du moment où ça deviendra un co-bénéfice de problèmes de court terme qu'on a besoin de traiter par ailleurs. C'est quoi les problèmes de court terme qu'on a besoin de traiter aujourd'hui? On a un problème d'emploi, qui nourrit directement la question populiste. On a un problème de projet européen. L'Europe s'est gentiment fourvoyée en passant d'un objectif commun à une mise en commun de moyens. Donc aujourd'hui, le projet de l'Europe, c'est de faire un marché. Je m'en fous d'un marché. Ce que j'ai envie de savoir, c'est si on va vivre en paix ou pas, et si on va faire des trucs ensemble ou pas. Savoir que dans l'article 3 du projet de la Constitution européenne, on dit qu'on va faire un projet de marché. Oui, très bien. Et donc il faut qu'on trouve du sens et il faut qu'on retrouve l'envie de faire des choses ensemble. Et il faut que ces affaires-là résistent à des choses qui vont nous arriver de toute façon, qui sont des divergences de point de vue, parce qu'il y en aura toujours, et qui sont des crises économiques dont la prochaine se profile à l'horizon. Je ne sais pas quelle est l'opinion du Crédit Agricole sur la question. N'importe quand, entre 6 mois et 18 mois, on va dire. On va commencer à rentrer en 2019, je pense, dans l'année de tous les dangers. Et le fait d'avoir un projet qui s'incarne dans quelque chose qui se nomme et qui n'est pas juste des indicateurs économiques, c'est à l'évidence un moyen d'être résilient quand on sait que l'économie va être un peu secouée. Alors, c'est là qu'on en vient à la question du climat, c'est que de s'attaquer à la question de la décarbonation de l'économie coche ces cases-là, ou potentiellement coche ces cases-là. Alors, ça coche ces cases-là parce qu'on nomme l'objet au lieu de nommer les moyens. C'est-à-dire qu'au lieu de dire qu'on va faire 2% de déficit, on dit qu'on va faire en commun, exactement comme Kennedy a dit, on va aller sur la Lune. Alors, c'était facile, Kennedy, parce que c'était dans une époque à moyen croissant. Donc moi, résoudre des problèmes à moyen croissant, je sais faire, et n'importe quel Brel sait faire, c'est très facile. Le problème auquel on est confronté aujourd'hui, c'est de résoudre des problèmes à moyen décroissant. Ça, c'est considérablement plus compliqué. Parce que les moyens, je le redis, les moyens économiques, pour des raisons énergétiques, vont décroître. Donc il faut nommer l'objet. Donc on peut dire que, et c'est ça l'esprit du manifeste, dire qu'on va faire en commun des bâtiments, des trains, une agriculture qui est bigornée comme ceci, comme cela, et d'autres projets, ça parlera probablement plus aux gens que de leur dire on va faire 2% de déficit. Parce que faire rêver quelqu'un avec 2% de déficit, bon courage. Ou avec 1%, ou avec 3%, on s'en fiche. Donc ça peut éventuellement permettre de refonder un projet européen qui aujourd'hui est en train de partir en quenouille et dont la ligne de pente, c'est qu'il va continuer à partir en quenouille. Puisqu'on n'a pas dit ce qu'on avait envie de faire ensemble. Je rappelle que la fondation du projet européen, c'était une mise en commun des moyens énergétiques. C'était la CECA et Euratom. Donc on avait nommé l'objet et on avait nommé ce qu'on avait envie de faire ensemble. On avait dit pourquoi, c'était pour vivre en paix. Et le marché était un moyen accessoire et il était relégué à sa place, c'est-à-dire de moyens accessoires. Le manifeste, donc, je le redis, c'est un moyen de régler un problème d'emploi, c'est-à-dire qu'il faut nommer ce qu'on va faire. La difficulté, c'est qu'il n'y aura pas plus d'argent pour plus d'emplois pour tout le monde. On va devoir créer plus d'emplois avec moins d'argent pour tout le monde. Donc ça va être compliqué. Mais c'est quand même un moyen de créer de l'emploi. Le deuxième moyen, c'est que ça permet de refonder une Europe, et on ne refondera pas l'Europe en passant par l'intérieur, c'est-à-dire en passant par la Commission. Je ne crois pas à la révolution de l'intérieur, pas une seconde. Je pense que refonder l'Europe, ça veut dire porter un projet qui s'incarne dans des trucs un peu concrets, et ensuite prendre son bâton de pèlerin et aller convaincre un par un les pays que c'est quelque chose qui peut flotter. Donc c'est l'œuvre d'un mandat à minima. Exactement comme Schuman, Gasperi et leurs copains, ils avaient un projet, ils sont allés prendre leur bâton de pèlerin et ils sont allés parler à tout le monde. Ça règle un problème macroéconomique quand même sympathique, c'est que là tout à l'heure on a cité le chiffre de 200 et quelques milliards d'importations. Alors ça dépend évidemment énormément du prix du baril. Moi la première fois que j'ai fait ce calcul c'était en 2010, donc le chiffre était beaucoup plus impressionnant, on devait être à 5 ou 600 milliards. Mais en gros l'Europe importe chaque année quelques centaines de milliards de combustibles fossiles, donc un rapide calcul macroéconomique vous dit qu'en face de ça vous avez de quoi payer l'annuité d'un investissement de 15 000 milliards d'euros. Donc on peut investir plein d'argent en Europe et se financer quelque part sur les importations évitées à partir du moment où ces investissements ont justement pour but
de ne pas consommer d'énergie fossile. Alors en ce moment, on est en train de faire exactement ce qu'il ne faut pas. On est en train de financer de quoi augmenter les importations européennes pour s'attaquer à un problème qui n'existe pas. Je veux parler du remplacement du nucléaire par des éoliennes et des panneaux solaires. Ça, c'est s'attaquer à un problème qui n'est pas climatique et augmenter les importations, puisque les panneaux solaires sont fabriqués en Chine et qu'une partie des nacelles d'éoliennes maintenant sont fabriquées en Chine aussi. Donc quand on fait ça, on augmente les importations pour ne pas résoudre le problème du CO2, donc on détruit de l'emploi pour ne pas résoudre le problème du CO2, et ça nous a quand même coûté en Europe à date 8 ou 900 milliards. Donc voilà, je ne suis pas sûr qu'il suffise d'investir pour résoudre le problème. Et on vient d'en rajouter 25 en France, du reste avec les éoliennes offshore, qui vont produire exactement les mêmes conséquences, c'est-à-dire détruire de l'emploi macroéconomiquement pour ne pas résoudre le problème. Donc il faut investir, mais dans le bon secteur. Le dernier problème qu'on a dans cette affaire, c'est qu'il faut passer la volatilité de la démocratie, puisqu'on change de dirigeant tous les 5 ans, et qu'en démocratie, comme vous le savez, le dirigeant n'est pas vraiment un dirigeant, c'est plutôt un exécuteur, enfin c'est intermédiaire entre un dirigeant et un exécuteur testamentaire, c'est-à-dire qu'il a un programme, il dit qu'il va le mettre en œuvre, donc à ce moment-là, il devient exécuteur testamentaire. Il est aussi dirigeant parce qu'il a des pouvoirs réels, et donc, il est dans un rôle qui est intermédiaire entre les deux, et ce rôle est volatile. Car quand on change le représentant, on change une partie de ce qu'il va mettre en œuvre. Or, les sujets dont on va parler maintenant, rénover le logement, changer le système énergétique, changer les modèles agricoles, etc., le pas de temps, c'est 2 générations au bas mot, parce que ça suppose de changer les schémas culturels, parce que, etc. Donc, si vous changez de boussole tous les 5 ans, vous êtes sûr d'aller nulle part. C'est absolument évident. Alors une fois que j'ai dit ça, ce qu'on avait mis sur la table avant les élections présidentielles était censé, comme je le redis, cocher ces cases, c'est-à-dire proposer un projet pour recommencer à parler d'Europe, mais autour de projets, pas autour de mesures. C'était un projet qui était ce qu'on peut faire de mieux sur le plan macroéconomique en supprimant le plus possible d'importations de combustibles fossiles. C'est un projet qui permet de dire où on va avoir besoin de monde, puisqu'on nomme les filières en disant on va avoir besoin de faire des choses dans tel domaine, tel domaine, tel domaine et tel domaine. Donc on sait qu'on a besoin de maçons et pas de gens pour faire de l'intelligence artificielle. Ça tombe mal parce qu'en ce moment, c'est pas à la mode, mais c'était... Ouais, enfin, l'IA les plus. J'ai pas vu M. Macron avec une truelle, je l'ai vu avec des lunettes virtuelles. Bon. Donc, oui, je suis un peu taquin, c'est mon rôle. Et enfin... et les instituteurs à l'école continuent à dire à nos gosses si t'es nul, tu feras plombier, et si t'es bon, tu iras faire de l'intelligence artificielle chez Google. Donc, donc on en reste aujourd'hui quand même dans un discours qui n'est pas exactement adapté à ce dont on va avoir besoin demain. Et on a eu un raisonnement bête et méchant de règle de 3, c'est-à-dire qu'on a dit si le projet devient de décarboner l'économie... Alors je rappelle aussi un truc important, c'est que le carbone c'est l'énergie, et l'énergie c'est les flux physiques. Donc, avoir une lecture carbone de l'économie, c'est avoir une lecture de mise en cohérence des flux physiques. Et comme vous ne trichez pas avec la physique, de toute façon, les flux physiques vont se mettre en cohérence. Si vous n'essayez pas de le faire de manière délibérée, ils le feront de toute façon, spontanément. Et donc, si vous avez des programmes politiques qui supposent de violer la mise en cohérence des flux physiques, votre programme politique fera faillite. C'est absolument certain. Et j'invite tous les gens qui ont 3 sous d'économie dans cette salle à parier contre tout programme politique qui suppose de violer les lois de la physique par un vote à l'Assemblée nationale. Vous êtes sûr de gagner de l'argent, voilà, si vous trouvez une contrepartie. Et on essaye souvent, et pas qu'en France, hein, je veux dire dans tous les pays européens. Donc une fois que j'ai dit ça, c'était quoi le programme concret qu'on proposait? On a regardé dans chacun des secteurs quelle était la première mesure à mettre en œuvre si on voulait être sérieux sur la question de la décarbonation de l'économie. Et on a regardé les investissements qu'il fallait mettre en face. Mais les investissements, dans un certain nombre de cas de figure, ce n'est pas des investissements qui vont tomber du ciel, c'est des investissements qui vont sortir de la poche des gens que vous êtes et que je suis. Parce qu'une partie de ces investissements vont correspondre à des obligations. Je prends l'exemple du contrôle technique des voitures. On vous dit, allez passer le contrôle technique, et puis si votre voiture n'est pas conforme, vous allez faire des travaux sur votre voiture. On n'a jamais dit, l'État va vous payer les travaux. Vous les payez de votre poche. Bon. Donc là, par exemple, dans le bâtiment, l'État n'aura pas les poches assez profondes pour payer les travaux de mise en conformité chez tout le monde. Donc il faut, 1, obliger, 2, évidemment, créer des facilités pour que ça soit le plus indolore possible pour les ménages, mais in fine, c'est les ménages qui payent, exactement comme quand on vous oblige à ravaler les copropriétés parisiennes, on ne vous dit pas c'est la municipalité qui va payer pour vous. On vous oblige à le faire, vous payez, point, quoi. Bon. Donc, il y a un certain nombre de domaines dans lesquels le sujet n'est pas l'investissement, il est le courage politique d'obliger à faire. Ça n'a strictement rien à voir. Ce n'est pas un problème d'investissement. C'est juste un problème de ranger les problèmes dans l'ordre, pardon pour la répétition, et par ailleurs d'avoir le courage de faire la pédagogie de l'obligation, c'est-à-dire de dire, là, il y a des trucs auxquels on ne va pas échapper de toute façon, donc autant s'y attaquer,
de la manière la plus intelligente possible. Bon. On manque en ce moment cruellement dans la sphère politique, je ne parle pas pour ma voisine de gauche, je parle d'un panorama général de ce que j'ai observé depuis 18 ans, 1, d'une compréhension du problème, 2, a fortiori d'une pédagogie du problème, et 3, de la capacité à ranger les éléments de solution au problème dans le bon ordre. Voilà, donc c'est compliqué de faire de la pédagogie sur un problème qu'on n'a pas compris soi-même. Alors, une fois que j'ai dit ça, donc les mesures auxquelles on a dit qu'on s'attaquait, c'est les bâtiments, c'est 25% des émissions, donc il faut faire quelque chose sur le parc existant. Le but du jeu, c'est pas de normaliser le neuf, on s'en fout du neuf, puisque c'est un accroissement du parc existant. Ce qui compte, c'est le parc existant. Hein. Là, il y a un deuxième sujet qui concerne les transports. Il y a un troisième sujet qui concerne l'électricité. En fait, c'est le premier. Hein. L'électricité au charbon, c'est un quart des émissions européennes, donc il faut fermer les centrales à charbon. Soit dit en passant, il n'y a aucune chance, aucune, d'atteindre, même pas 2, mais 3 degrés de réchauffement dans le monde, si on ne ferraille pas la totalité des centrales à charbon dans le monde dans les 30 à 40 ans qui viennent. Alors la totalité des centrales à charbon dans le monde, pour ceux qui m'ont jamais entendu prononcer ce chiffre, c'est 2000 gigawatts, un peu plus maintenant, soit 2100 ou 2200. La Chine, jusqu'en fin 2016, en rajoutait 40 tous les ans. C'est-à-dire que tous les ans, ils rajoutaient les 2/3 de notre parc nucléaire qui nous excite tant en centrales à charbon. Nonobstant le fait que par ailleurs, on explique qu'ils mettent plein d'éoliennes et de panneaux solaires, ce qui est peut-être vrai. Donc le sujet aujourd'hui dans le monde sur le charbon, qui fait 20% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, c'est de supprimer la totalité des centrales à charbon. On fait ça, on a une petite chance de limiter le réchauffement climatique. On ne fait pas ça, on n'est juste pas sérieux. Point. Après, remplacer par ce que vous voulez. S'il y a des gens qui pensent qu'ils vont y arriver avec juste des éoliennes et du stockage, très bien, qu'ils essayent, qu'ils le fassent, puis qu'ils aillent jusqu'au bout. Puis s'ils n'y arrivent pas, on leur colle une prune. Ça doit être ça le projet européen aussi. Non, mais ils le font, ils disent qu'ils vont le faire, ils le font. Parce qu'un autre truc qu'il faut avoir le courage de dire, c'est que quand on met une obligation, il faut à la fois mettre éventuellement des facilités pour la remplir, mais une sanction si on ne la remplit pas. Sinon, ce n'est pas une obligation, c'est une incitation. D'accord ? Si vous dites à vos enfants, je vous oblige à aller vous laver les mains avant d'aller à la table, c'est vous leur donnez rien à manger tant qu'ils ne l'ont pas fait. Sinon, c'est une incitation. Donc, dans les transports, il y a un sujet qui est de baisser la consommation des véhicules. Là, ça passe essentiellement par l'obligation. Ce n'est pas un problème d'investissement. Si on vous oblige à acheter des petites voitures qui consomment peu, on vous oblige. Ce n'est absolument pas un problème de capacité d'investissement. Il y avait un sujet en ce qui concerne les transports. Alors là, on retombe de nouveau sur un sujet d'investissement. Si on veut remplacer les avions par les trains, pour dire les choses... Oui, j'ai fini dans 15 secondes. Il y a un sujet de financement des infrastructures. Il y a un sujet agricole et forestier, là, qui est à la fois un sujet de fléchage des financements existants, un sujet éventuellement de nouveaux investissements, parce que la question du foncier dans le domaine agricole est quand même une question majeure, mais aussi une question d'obligation. On peut obliger à faire. Et enfin, dans les derniers sujets, il y a quelque chose d'un peu transversal. Alors, quand on met tout ça bout à bout, on parle effectivement de 2 à 3% du PIB européen tous les ans. Mais ça ne veut pas dire qu'on laisse le reste tranquille. Il faut contraindre les 97% du PIB qui reste. Parce que sinon, ces 97%-là font exactement ce qu'ils veulent, échappent, et vous avez juste un transfert. Voilà. La dernière chose qu'il faut faire, c'est avoir une métrique. Et alors aujourd'hui, la métrique, elle n'est absolument pas au point. Et je vais finir par une anecdote d'actualité. Vous êtes peut-être au courant que la Commission vient de créer un groupe d'experts pour parler de la taxonomie des investissements verts. Je vois venir gros comme une maison qu'il va y avoir une grande entreprise de greenwashing derrière ce truc-là. C'est-à-dire qu'on va faire passer comme vert tout un tas de trucs qui n'auraient rien à y faire. Je vous donne un exemple. La voiture électrique, je suis sûr qu'elle sera verte, quel que soit le pays où elle est financée. Alors que vous faites une voiture électrique en Pologne, c'est plus de CO2 et plus de particules qu'en France, qu'une voiture à diesel. Donc, il va y avoir un vrai sujet de métrique, et là, le diable est dans les détails. Et aujourd'hui aussi, l'obligation de mesurer correctement ce genre de truc n'est absolument pas rentrée dans les mœurs. Aujourd'hui, quand une société fait absolument n'importe quoi au niveau des chiffres qu'elle communique sur ses émissions de gaz à effet de serre, elle ne risque strictement rien. Voilà. Donc, le fond de mon discours, c'est évidemment qu'on peut faire. La seule chose que je dis de manière très provocante, c'est qu'il faut en avoir envie au point qu'on accepte l'obligation de faire qui va avec. Voilà, et c'est ça le sujet. Merci Jean-Marc.